sommes en train de réfléchir, André et moi, à publier notre livre, L'oratrice révolutionnaire, pour marquer le coup, mais les techniques qui sont ici sont à la fois des techniques qui ont fait leur preuve pour des hommes, comme pour des femmes, pour d'autres personnes d'autres genres. Donc nous sommes vraiment dans une dimension d'un ouvrage quand même qui va donner de la matière à toute une génération qui n'en a pas eu à l'époque. Alors, j'ai participé à des championnats en anglais et en français et j'ai initié d'autres championnats en allemand, en espagnol. Et le laboratoire n'a pas de langue pour soi. Nous, on va défendre le français. C'est ça qui nous unit dans la francophonie. Et les anglophones ont une expérience plus longue des débats structurés. Alors, je vais vous dire que c'est ça qui a révolutionné vraiment notre façon de voir laboratoire en francophonie. Les débats structurés, nous n'avions pas ces championnats-là. Et c'est comme la CAN, vous voyez, avec plusieurs pays qui se retrouvent avec des matchs, des gens qui se rencontrent et ils arrivent finalement à sortir un champion. Alors, en participant à des programmes comme ça, quand vous étiez jeune, vous allez avoir l'opportunité de discuter de différents sujets avec d'autres personnes d'autres classes, avec d'autres personnes d'autres pays. Et c'est des championnats, puis il y a les championnats du monde. Et ça vous donne une opportunité de voir comment les gens pensent à travers le monde. Moi, j'étais étonné de voir des sujets qui ont été débattus par des lycéens à un championnat. Ils ont parlé de la présence militaire des États-Unis en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc je situe d'abord où se trouve l'Asie du Sud-Est, ensuite plus j'essaie de comprendre. Donc, déjà au niveau du lycée, ils avaient cette connaissance-là. Donc imaginez quelqu'un qui a ce large éventail de connaissances de son parcours et qui connaît le monde entier à travers un programme comme ça et qui devient entrepreneur. Et il va faire son business partout dans le monde parce que ça ne gêne pas plus que ça. Même si cette personne atterrit dans n'importe quelle fonction, elle a une connaissance large qui lui permet de comprendre beaucoup d'éléments. Donc, je recommande vraiment cet ouvrage. Non seulement il va vous donner des outils, mais également je vous invite à participer au championnat de débat. Il y en a ici au Québec, il y en a au niveau canadien, en français et en anglais. Si vous avez des jeunes dans votre famille qui sont encore aux études, invitez-les à s'inscrire dans ces championnats de débat. Ça donne beaucoup d'ouverture et beaucoup d'outils. Merci beaucoup et puis bravo à notre cher André. Merci. Notre deuxième intervenant. Je rigole, vous allez comprendre de ce que je vais vous dire. Monsieur Gabriel Meunier. Je vous attends ici à l'avant, entre-temps, parce qu'on a demandé à nos intervenants de nous faire parvenir une petite note. Vous pouvez vous asseoir, mon cher. Gabriel a été initié au débat à l'adolescence, lorsqu'il a dû argumenter de nombreuses reprises auprès de ses parents pour le convaincre de lui permettre d'aller boire de la bière le soir avec ses amis. C'est un début. Par la suite, à l'université, il a participé pendant 4 ans au débat parlementaire de la Ligue de débat universitaire francophone. Depuis, il est désormais avocat et copropriétaire de microbrasserie. Alors, depuis 2018, Gabriel a son propre cabinet. Il est copropriétaire du microbrasserie Le Ketch en Gaspésie. Depuis 2017, il est enseignant à l'Académie de l'entrepreneurship et surtout, depuis 2014, il est le demi-finaliste du championnat du monde de débat Paris-Sorbonne. À vous la parole, mon cher. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Donc, je suis d'accord avec Coach Octave qu'au début des années 2010, il n'y avait pas cet ouvrage de doctrine qui permettait à des jeunes débatteurs sérieux d'apprendre toute la théorie sur l'art du débat. En toute sincérité, je ne suis pas certain si cet ouvrage de doctrine avait existé à l'époque, est-ce que je l'aurais lu. Toutefois, pour les gens sérieux qui veulent gagner dans des tournois de débat, pour des gens sérieux, inspirés, qui veulent changer le monde, ben, ça ouvre une fenêtre, du moins dans l'horizon francophone, pour s'approprier des tenants et aboutissants de l'art oratoire selon trois perspectives. La perspective québécoise, la perspective française, puis la perspective africaine. Quelques mots. En fait, ce sur quoi je voulais mettre l'emphase, c'était aussi que le débat peut apporter de l'harmonie dans le monde, mais surtout ça permet des amitiés. Et André, je l'ai rencontré à un tournoi de l'Université McGill vers 2011-2012, puis où chacune de nos équipes, lui, il était avec l'Université de Montréal, j'étais avec l'Université d'Ottawa, et on avait une ronde de débat au début de la fin de semaine. Et donc, mais ce qui nous unissait, sans se connaître, c'était le goût de débattre, le goût d'argumenter. Toutefois, à l'époque, on n'avait aucune connaissance de la structure du débat parlementaire canadien. Ce qui a fait que, puis bon, donc, le débat à McGill, à l'époque, c'était l'organisation qui imposait les thèmes. Donc, contrairement à d'autres tournois où le gouvernement a la prérogative de choisir le thème du débat, à McGill, le thème était imposé. Et le thème, à l'époque, portait sur, pour ou contre, le célibat et la chasteté des prêtres catholiques. Et qu'à l'époque, notre équipe, dans la position de s'opposer, non. En fait, non, on était pour cette motion, mais à 20 ans, c'était difficile de trouver des arguments en faveur d'une chasteté des prêtres catholiques, mais ça c'est dit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à cours d'arguments, au cours du débat, j'ai décidé, je vais inventer des passages de l'Évangile qui justifient une réforme. Et André, en quelque part, a senti que le débat dérapait, qu'on s'en allait là, sur totalement autre chose, et il a joué le jeu, et ça a été là, peut-être que pour certaines personnes, ça devait être très blasphématoire, mais on a eu du plaisir. Toutefois, on n'a pas été très bonne note, parce que selon la structure du débat parlementaire canadien, selon ce qui permet de faire des bons pointages, ça ne respectait rien. Mais toutefois, on a eu du plaisir. Et de ça a émis une amitié qui découle aimer discourir, s'emporter, délirer sur n'importe quel sujet, avec humour si possible, en faisant la part des choses, là, on dit des choses, c'est le débat. Ce qui se dit dans le débat, c'est le débat, on sort, c'est fini. Ça apporte beaucoup d'adrénaline aussi, à faire du débat, là. De vous parler, là, d'être devant vous, là, je sens là, mon cœur battre. C'est plaisant, mais je vous dirais qu'avant, quand j'étais assis, je chantais pour toi à la prochaine, c'était moins plaisant. Mais c'est aussi de dire, ça y est, j'y vais. Donc, il y a un aspect là, d'hormones, mais il y a un aspect aussi intellectuel. Bref, on a fait une quinzaine de tournois au Québec en 2011 et 2014, puis sur une quinzaine de tournois, ni René, ni André, ni moi, on n'a gagné aucun tournoi. On faisait toujours bien.
se rendait toujours en quart de finale, demi-finale, finale, mais toujours là, et plus que tu approches, la défaite en finale fait plus mal que la défaite en quart de finale, mais c'est de dire, je vais retourner au prochain tournoi. Et en 2014, quand André Gmont est approché, parce qu'on s'est fait dire, vous êtes dans le top 10 des débatteurs francophones canadiens, souhaitez-vous aller représenter le Canada à Paris? Puis, donc les deux, on était partants. André m'a dit, est-ce qu'on y va ensemble? Je lui ai dit, André, écoute, la fille avec qui je suis en binôme, Gabrielle, qui est aussi de l'Université d'Ottawa, c'est grâce à elle si je suis dans le top 10 aujourd'hui. Donc, puis elle aussi, elle va, donc je vais respecter, je vais y aller avec Gab. Et André, il est allé avec Elisabeth, aussi de l'Université de Montréal. Et au final, c'est le binôme d'André et d'Elisabeth qui ont gagné le championnat mondial. Tandis que mon binôme a été éliminé en demi-finale. La rumeur court que les organisateurs ne voulaient pas que 2 des 4 binômes en finale soient québécois. Donc, blague à part, André a gagné le débat le plus important de 2014. Et vous gagnerez beaucoup à lire son œuvre de doctrine. Et je souhaite à tout le monde des belles carrières d'orateur et d'éprouver du plaisir à travers tout ça, parce que vous ne regretterez jamais le temps que vous avez investi à devenir orateur et les rencontres que vous aurez faites. On ne devient pas orateur, on le devient. Alors voici le moment de vous présenter notre cher André Blondel. Oui, exactement, je me demandais. Je vais faire ici la petite lecture. Vous allez retrouver sur votre chaise aussi. Le temps de le partager. Né au Cameroun, André Blondel, Tonle Mendou, est diplômé du programme de pratique du droit de la section Common Law de l'Université d'Ottawa. Il a étudié la Common Law à la faculté de droit de l'Université de Moncton et le droit civil à l'Université de Montréal. Fondateur, président, directeur général de la TCC, un think tank en communication et relations publiques, il est cofondateur et président du conseil d'administration du Center for Humanities Services of Legal and Aid Foundation. Passionné de justice, d'art oratoire et de débat parlementaire, il a enseigné sa passion à l'Université Victoria et à la Western University Ontario. Sacré vice-champion du monde d'art oratoire et de débat parlementaire à l'Université Paris-Sorbonne, il est aussi lauréat des prix Africa 35-35 dans la catégorie plaidoyer et société civile et mentionné dans les top 100 des jeunes Africains positivement influents dans la catégorie service public. On ne devrait pas craindre les orateurs. Ils incarnent des valeurs nobles et républicaines qui aident à construire des sociétés qui se distinguent à travers la force de leur institution et non par des hommes forts et providentiels. L'orateur révolutionnaire est un citoyen distingué, paré de justice, un réel légaliste, visant à faire de sa toute-puissance du verbe un levier de développement et non un cancer social. Avec une certaine maestria, il parvient à mettre toute la beauté du verbe au service des causes nobles. Il s'efforce à soigner les maux sociaux par de simples mots. Détenteur de la magie verbale, il fait triompher en toute situation une seule chose, le poids des idées et la force des arguments. Alors, comment faire pour devenir cet orateur révolutionnaire qui, comme cette luciole au cœur de la nuit, éclaire sa société avec majesté? André Blondel.
Je vais vous laisser le micro au cas où. Inquiétez-vous pas, je vais vous arrêter en temps de lieu. Bonjour à tous. Oui, donc je me sens très privilégié de pouvoir prendre la parole après que deux éminents grands maîtres de la rhétorique puissent partager avec nous dans une source de convivialité, bien évidemment, des mots très importants concernant l'ouvrage que j'ai commis. Et cela me permet donc de continuer délicatement dans cette lancée. Bien évidemment, merci à mon frère Nico Chasta, mon collègue de la bienvenue, pour tout ce qu'ils ont fait pour la réalisation de cet ouvrage et toutes les belles expériences que nous avons vécues ensemble. Je suis très content de voir chacun d'entre vous ici. C'était un immense plaisir pour moi de nous voir rassemblés tous ici pour célébrer la parole, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la rhétorique. Certainement, vous vous posez un certain nombre de questions. Pourquoi a-t-il écrit ce livre? Comment cette histoire a commencé? Quelle est la consistance de cet ouvrage? Quelle est sa contenance? Je vais me permettre, autant que je peux, de partager avec vous un certain nombre d'informations qui vont bien évidemment nous permettre d'illuminer notre compréhension de l'orateur évolutionnaire. Voilà, si vous me permettez. Donc, je vais vous tracer tout d'abord l'historique qu'il y a autour de la rédaction de cet ouvrage, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai écrit ce livre. Dans la suite de ce que Gabriel a dit, et dans la suite de ce que Octave a dit, je ne vais pas revenir ce qu'ils ont déjà dit, je vais donc partager avec vous ce qu'ils n'ont pas forcément dit. Ceci étant, je me souviens en 2017, j'étais invité justement par les offices jeunesse internationaux du Québec, à qui je dis grand merci, au Forum international des Amériques. On devait avoir une rencontre avec des entrepreneurs francophones sur comment créer une chambre de commerce à l'échelle de la francophonie. Pendant la même période, j'ai été nominé au prix Francophonie française à Abidjan. Et justement, après cette rencontre, on devait aller écouter une conférence du prince de Monaco. À la suite de cette conférence, Maître Olivier, qui travaillait pour l'organisation des prix à Abidjan, et Elisha Sechi m'ont abordé. Je me demandais si je pouvais faire une conférence à Abidjan pendant mon séjour sur comment bien parler en public. C'était une grande première pour moi. J'étais un orateur, j'avais gagné des prix, mais je n'avais pas encore communiqué sur l'art de la parole. Pendant la même période, j'avais un déplacement en Roumanie. Je n'avais pas assez de temps pour préparer le contenu de ce que j'avais dit. Mais c'est vraiment quand j'étais dans le vol Paris-Abidjan et j'ai commencé à tracer ce que je devais dire pendant la conférence à Abidjan. Et je suis d'ailleurs content de voir qu'il y a dans la salle quelques amis qui étaient à Abidjan lors de cette rencontre. Donc c'est quand j'ai fait le plan et qu'à Abidjan j'ai donné le speech à la nuit de l'inspiration francophone et que je suis retourné, j'ai regardé le plan, ce que j'avais fait. C'est à partir de là que, je ne sais pas si vous dites à la faveur ou à la défaveur du confinement, j'ai commencé à écrire. Donc, pendant le confinement, j'ai écrit plusieurs manuscrits, les versets du Pacifique, que certains d'entre vous ont lu, l'orateur révolutionnaire, je me limite à là, parce que ce sont les deux qui sont publiés. Donc, l'ouvrage est sorti. Et voilà, c'est vraiment un traité d'oratoire et de débat parlementaire
Et de quoi est-il question dans ce livre? Pourquoi j'ai écrit ce livre? En quoi ce livre est-il utile pour la société? Pourquoi ce livre est incontournable? Pourquoi vous devriez lire ce livre? Je vais tenter de répondre à cette question. Le livre est construit autour de 11 chapitres. Je n'ai pas la prétention de vous dire tout ce que j'ai déjà dit dans le livre, mais si vous me permettez, je vais revenir de manière sommaire sur les questions que j'ai abordées dans le livre. L'orateur révolutionnaire. Dans l'introduction d'Isabelle Vachon, si vous avez pu écouter avec attention, elle donne une définition de qu'est-ce qu'un orateur révolutionnaire. Je pars du principe selon lequel le monde a été construit autour de la parole. La parole peut construire le monde. La parole peut détruire le monde. On n'a qu'à voir des épisodes tristes de l'histoire de l'humanité. Ceux qui connaissent les conséquences fâcheuses du génocide rwandais, pour ceux qui connaissent les conséquences fâcheuses du discours de haine dans le monde, vous pouvez comprendre à quel point prendre la parole, c'est un privilège dans la société, mais encore faudrait-il que la prise de parole soit constructive. Donc pourquoi j'ai dit l'orateur révolutionnaire? Qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Est-ce que je veux par là dire que le bon orateur, c'est celui qui casse tout dans la rue parce qu'on veut faire de la révolution? Ou le bon orateur, c'est celui qui utilise les pouvoirs de la parole pour révolutionner, influencer sa société avec majesté? Moi, j'ai conçu le livre autour d'un personnage fictif. Vous voyez mon image, ça c'est une image à l'université de Paris-Sorbonne, elle est fictive, bien évidemment, mais l'orateur révolutionnaire, en fait, c'est l'idéal qu'on aimerait atteindre. Parce que la parole, je suis entouré d'orateurs aujourd'hui, ils savent mieux que moi, que c'est chaque jour que nous apprenons à mieux parler. Donc, l'orateur révolutionnaire, c'est cette personne qui utilise sa parole pour changer positivement sa société. Alors, comment devenir un orateur révolutionnaire? Il y a des étapes qu'on doit respecter pour pouvoir devenir un orateur révolutionnaire. Cicéron, qui est un orateur romain que j'apprécie beaucoup, dans un livre rendu aujourd'hui mémorable, il disait, je cite, chaque fois qu'on prend la parole, on doit respecter 3 étapes. L'orateur doit enseigner, plaire et émouvoir. L'enseignement revient à ce qu'on appelle dans un jargon quasi-universitaire le logos. Plaire, ça veut dire ce qu'on a appelé lithos. Et émouvoir, ça veut dire ce qu'on a appelé le pathos. Donc, logos, ethos, pathos. Voilà le triptyque qui permet à un orateur d'avoir un discours convaincant. Alors, dans le livre, j'ai évoqué cela parce que ça prend un raisonnement. Ojanda vous a parlé du syllogisme. Le syllogisme, c'est l'une des techniques qui est partagée dans le livre, mais vous avez également le raisonnement inductif, vous avez le raisonnement par analogie, vous avez le raisonnement par hypothèse, qui sont autant de techniques qui ont été développées de fond en comble dans la partie relevant du côté enseignement. Mais donc, tout part du raisonnement, tout part du système de pensée. Lorsqu'on a établi le bon système de pensée, le mécanisme philosophique à travers lequel on va exprimer sa pensée, alors on va dans la recherche
Est-ce qu'on parle pour parler? On parle parce qu'on a quelque chose de pertinent à dire. Alors, il faut donc développer une qualité de recherche. La recherche. Aller chercher dans un sujet donné, qu'est-ce qui peut être pertinent pour développer le bien fondé de ma pensée. Lorsque j'ai recherché cela, je dois classer, savoir organiser mes idées. Alors, de quelle façon est-ce que je dois organiser mes idées? Est-ce que je dois organiser mes idées selon l'ordre, c'est-à-dire chronologique, ou est-ce que je dois organiser mes idées en fonction de la force des arguments? Est-ce que je dois partir de l'argument le moins fort ou l'argument le plus fort, de l'argument du plus fort vers l'argument le moins fort, ou je dois équilibrer? Et moi, ce que j'ai recommandé, je recommande l'ordre nestorien des arguments, qui consiste à placer un argument plus fort au début, l'argument le plus faible au milieu, et un argument encore plus fort à la fin. Pourquoi? Parce que la première impression qu'on donne à un public est forte. La dernière impression encore plus. Alors, lorsqu'on n'a pas beaucoup à dire, c'est mieux de cacher cela au milieu et, bien évidemment, le discours passera comme le beurre dans la poêle. Et bien évidemment, quand on quitte là, on va à la structure du discours. Comment structurer son discours? En général, le discours commence par les autres. On doit captiver l'attention de ceux à qui on parle. On a captivé l'attention. On s'est attiré les faveurs. On a mis son public en confiance. On passe à la narration. On revient au fait. Tout ce qui est nécessaire de savoir avant de passer à la réfutation, à l'argumentation et puis à la péroraison. Je vous assure, c'est des techniques qui seront importantes seulement si vous, non seulement vous quittez de la théorie ou la pratique, mais aussi les pratiquer. Pour venir à l'argumentation, il est important de faire le distinguo fondamental entre un argument principal, un argument secondaire, une autorité qui vient soutenir l'argument, la citation, un article de loi, la conclusion. Donc ça peut être vraiment dissocié, il faut discerner, voir la différence qu'on peut faire autour de cela. Et la péroraison est quelque chose d'assez fort, ce que nous appelons en débat public la cristallisation, ça permet de laisser la dernière impression à la personne qui en parle, et bien évidemment de parler non seulement à son cerveau, mais surtout à son cœur. Au-delà de tout, on doit passer au logos. On a lithos. Lithos, dans la mesure où les orateurs sont des charmeurs. Les orateurs sont des dragueurs. Les orateurs sont des personnes qui ne se limitent pas seulement à la science. Lithos amène à questionner l'orateur en lui-même comme argument d'autorité. Donc, est-ce que celui qui est en train de prendre la parole en lui-même, est-ce qu'il inspire confiance? Est-ce qu'il a les mœurs qui peuvent être reconnues comme des mœurs qui sont acceptées de tous? Voilà autant de points que j'ai essayé de développer dans le livre. Et bien évidemment, vous avez la prononciation, les pauses. Vous avez tous ces points qui contribuent à séduire son auditoire. Et lorsqu'on quitte de là, il faut émouvoir les personnes à qui on parle. Et la meilleure façon d'émouvoir, c'est de maîtriser autant qu'on le peut les figures de style, les figures d'amplification du discours, mais également des figures qui améliorent la qualité, le style, qui permettent d'apporter son auditoire dans une extase et de permettre que la cause pour laquelle on est en train de se battre puisse triompher.
Donc voilà, selon moi, les points majeurs que j'ai développés dans environ 6 chapitres. Mais je suis revenu sur les perspectives québécoises, les perspectives françaises et les perspectives africaines. Ce que j'aimerais dire là-dessus, le débat parlementaire en lui-même constitue une technique d'apprentissage de l'art oratoire. Parce que vous voyez, que ce soit Octave, Gabriel ou moi, nous avons appris l'art oratoire à travers le débat structuré. Octave et le débat structuré du style français, Gabriel et moi, le débat structuré du style canadien. Mais ce que j'aimerais dire concernant ça, le débat structuré du style canadien, sans revenir sur les détails, semble être pour moi le système qui m'a le mieux formé. Parce que quand je commençais à débattre, l'un de mes points faibles, c'était le fait que je n'avais pas beaucoup de structure. Mais quand j'ai maîtrisé la structure, je me suis grandement amélioré. Et le système de débat à la canadienne permet de développer des arguments forts. Parce qu'on travaille longuement sur l'art de la construction des arguments. Comparé au système à la française, qui est très formel, où parfois c'est des effets de touche, parfois c'est de la rhétorique. La rhétorique, parfois pour de la rhétorique. Mais je ne veux pourtant pas dire que la rhétorique est mauvaise. Il faut savoir la canaliser, il faut savoir l'orienter. Et je dirais même que le système de débat français est parfois influencé par des courants politiques et des courants philosophiques. Et je me souviens, quand nous étions en France, à la Sorbonne, lors de la finale du championnat du monde du débat. Dans une finale du championnat du monde du débat, j'avais cité dans mon discours un président français, Nicolas Sarkozy, je pense que c'était 2 ou 3 fois. Oui, c'était 2 ou 3 fois. Lors de la rétroaction du jury, le professeur Nicolas Molfesis de l'université Alsace m'a dit, écoute, si tu veux gagner à la Sorbonne, ne cite plus jamais Nicolas Sarkozy. Ne cite plus jamais Nicolas Sarkozy. Oui, il avait raison, dans le sens que peut-être il était un membre du jury tout puissant, mais je pense qu'il avait tort dans la mesure où le débat c'est juste un jeu d'arguments. Il aurait pu juger la profondeur de l'argument que j'apportais et non l'angle de droite que j'allais pécher en me permettant de citer du moins un politicien qui avait dit un certain nombre de propos dans un contexte international. Donc c'est juste pour, je soulève ça, et juste pour montrer que parfois ce n'est pas toujours le poids des idées et la force des arguments qui prévaut dans ce débat. Parfois ça peut être des subjectivités politiques, parfois ça peut être des côtés idéologiques, du moins que j'ai trouvé pas tout à fait orthodoxe ou catholique. Oui, donc ceci étant, j'aimerais quand même souligner que c'est un système qui est assez intéressant en ce que ça met assez en valeur l'ethos et le pathos qui constituent eux aussi des parties importantes de l'art oratoire, comparé au système canadien qui parfois ne se limite qu'au logos, qui est une vision partielle, je dirais même parcellaire de l'art oratoire. J'ai plus loin, j'ai abordé également l'encadrement juridique du discours. Parce qu'il ne suffit pas de parler pour parler, mais également de respecter un certain nombre de règles légales quand on prend la parole.
éviter les discours de haine, éviter de jouer sur les sensibilités qui peuvent créer des conflits sociaux, éviter tout ce qui peut, bien évidemment, empêcher l'ordre républicain de pouvoir régner dans une société. J'ai donc questionné la loi internationale, la loi canadienne et de divers pays pour essayer d'amener chaque orateur qui prendrait la parole, de voir l'ordonnancement juridique pertinent de son pays et voir ce qui est autorisé dans ce discours, ce qui est interdit, pour savoir quoi dire et à quelles conséquences s'attendre. C'est bien beau de parler, mais un bon orateur, c'est aussi un légaliste. Un légaliste qui respecte la loi de son pays. C'est un orateur, c'est quelqu'un qui parle pour la paix, qui parle pour la justice, qui est capable de consacrer sa vie pour faire triompher les causes nobles, les causes qui sont acceptées par tous et qui sont consacrées dans la constitution de son pays. Mais un bon orateur, c'est aussi celui qui, lorsqu'il trouve que les choses ne vont pas selon ce qui est établi dans la Constitution et ce qui est établi dans la loi, il prend ses responsabilités au sens politique du terme. Je vais résumer mon propos, je vais conclure mon propos, Isabelle, en disant que l'oratoire, pour moi aujourd'hui, ne devrait plus évoluer dans un système informel. Il est temps, et ce manuel en est également un plaidoyer, pour que la rhétorique retrouve ses lettres de noblesse. On ne devrait pas craindre les orateurs. On ne devrait pas craindre les orateurs parce que c'est des personnes qui peuvent amener la société vers la hauteur. C'est des personnes qui peuvent permettre de développer des affaires, de mieux négocier vos contrats, des personnes qui peuvent se battre pour le triomphe de la démocratie. On aura des bons politiciens, des bons entrepreneurs, on aura des personnes mieux formées. Que ce soit dans les écoles de droit, les écoles de commerce, les écoles d'ingénierie, à tous les échelons de nation, il me semble que la rhétorique a son mot à dire. Et la rhétorique, ce n'est pas seulement faire des beaux discours pour des beaux discours, c'est faire des beaux discours avec un fond, des beaux discours pour du progrès, des beaux discours pour du développement. Donc c'est ce que j'ai tenu à vous dire aujourd'hui. Je serai vraiment très enthousiasmé de répondre à vos questions et j'aimerais vraiment que cet ouvrage soit comme un pavé jeté dans la mer. Il fera son bonhomme de chemin et que vous soyez tous dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos projets, les ambassadeurs de la liberté d'expression. Je vous remercie. Gênez-vous pas, en même temps, il y a le goûter ici à côté. Gênez-vous pas, je vous demanderai de vous lever, de poser votre question, on ne vous entend rien. On a déjà monsieur Elise. Génial. En fait, j'ai une question pour vous quand vous parlez du logos, il y a Charles ici également. Donc, quel rôle une société de débat a pour former les orateurs? Parce que souvent, on a tendance dans un monde où tout le monde est occupé, les gens sont très axés sur faire le show quand ils parlent. Des fois, c'est le show, on dit, ah oui, c'est sûr que lui, il a donné l'idée du siècle, donc je vais vous découvrir. Donc, quel rôle qu'une société de débat qui forme des débatteurs de demain a pour s'assurer que ces futurs leaders ont le fond nécessaire, le caractère nécessaire pour pas juste s'axer sur le show, mais aussi avoir le caractère nécessaire. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, si vous avez un petit peu des pistes de solutions, des rôles que autant nous que les sociétés de débat. Merci infiniment pour cette question. La société de débat, c'est une forme de régulateur du débat, régulateur de l'oratoire. Comme nous faisions les débats, il y avait des juges qui étaient considérés comme des débatteurs seniors. Olivier Poulon, qui est dans la salle, Patrick César, qui est arrivé, sont des personnes, par exemple, qui débatteurs seniors en compétition de débat.
Donc, c'est des gens qui ont déjà eu assez d'expérience et qui peuvent te dire si tu es en train de bien faire ou si tu es en train de mal faire. Donc, le logos, à partir de ce moment, contribue beaucoup à former les débatteurs dans la mesure où s'il ne l'applique pas, il n'aura pas le débat. Merci pour la question. Elle est très, très pertinente et en même temps, ça me révolte parce que je me dis, ok, là, on a l'occasion d'aller révolutionner le monde parce qu'il faut se replacer dans le cadre de le contexte où on était avec André et puis Gabriel. Les organisations de débat à Paris s'appelaient Révolte-toi Sorbonne, Révolte-toi Assas. Donc c'est vraiment garder ce contexte à l'esprit, se dire que c'était un moment où les gens se sont dit non, il faut qu'on parle, il faut qu'on se révolte contre la peur qui nous empêche de parler, de prendre la parole, de dire ce qu'on a à dire, et puis de s'écouter aussi, parce que on n'en parle pas beaucoup. Mais la clé d'un bon débatteur, d'une bonne débatteuse, c'est à se dire, c'est l'écoute. Une écoute qui te permet de comprendre ce que l'autre veut dire. Parce que si tu veux prendre la parole après pour dire le contraire de ce que l'autre a dit, celui qui parle en premier sème quelque chose. Si vous voulez semer par-dessus ce qui a été semé, ce n'est pas possible parce qu'il a déjà semé quelque chose. Donc il faut être capable de l'écouter, comprendre ce qu'il a semé, être capable de dire oui, il vous a dit ça, vous identifiez ce que la personne a semé. Ensuite, être capable de dire, ok, moi je vous dis, c'est pas vrai, parce que là, vous allez déraciner ce que la personne a semé. Maintenant que vous avez refait le plat, vous allez pouvoir poser votre fondement. Alors, c'est important de poser cette question-là, et puis ça me permet de dire que c'est notre travail à nous tous, et à nous tous, et puis se dire que de ma petite fenêtre, je peux faire quelque chose. En lançant l'association Trouver des débatteurs, on n'a pas tout fait. Mais les premiers qu'on a formés sont partis former d'autres personnes. Et à partir de là, à l'université de Lomé, s'est formé d'autres groupes de débat. À partir de là, à la maison TV5 Monde, d'autres groupes de débat sont formés. Des gens sont allés plus loin que nous, ils ont trouvé du financement pour créer d'autres championnats de débat. Donc qui sont télévisés et qui sont faits à travers tout le Togo. Vous voyez, des fois il faut juste lancer la balle, faire ce qu'on peut, et puis d'autres personnes se disent ah mais tiens, ça c'est important pour bâtir une société parce que à travers ces championnats, les jeunes participent de par le pays et puis ils apprennent des choses. Parce que je vous dis une chose, les championnats, ça vous nourrit beaucoup. En écoutant les gens de plusieurs pays, plusieurs équipes, vous apprenez énormément. Donc même si vous n'êtes pas capable d'enseigner à tout le monde, en lançant un championnat, vous permettez à plusieurs personnes d'apprendre et de partager. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme Octave a dit, l'écoute, c'est une vertu très importante qui s'obtient via le débat organisé. L'autre chose que je crois qui est très importante, c'est aussi l'observation. Parce que surtout, dans un débat organisé, il y a un juge, des juges. Et c'est eux que tu dois convaincre. Et à la fois quand la partie adverse donne ses arguments, de voir sur quel c'est quand que le juge hoche la tête parce que oui, je te rejoins, c'est bon. Et c'est quand que plutôt ils fronce les sourcils parce que là-dessus ne suit pas. Et construire sur cette observation-là pour aller cerner l'essence ou pas les faiblesses, mais les sensibilités. Jouer le juge, un peu comme sur un terrain de foot, peut-être que tu joues l'arbitre, tu vois jusqu'où il est prêt à te laisser du jeu. Donc, puis ça, après ça, donc, dans un cadre formel de débat parlementaire canadien, français ou autre, comment reproduire ça à une plus grande échelle? C'est de réfléchir, en fait. Moi, un défaut que j'avais au début, je disais des arguments qui, moi, me convainquaient. Qui, moi, je me disais ça, je trouve que moi,
c'est un argument qui me convainc. Toutefois, le but, c'est de convaincre le juge, convaincre les juges, et de trouver qu'est-ce qui, eux, peuvent les amener à rejoindre ta position. Donc, cette sensibilité-là, c'est des vertus qui s'acquièrent, je crois, en espérant avoir répondu un peu à la question. Merci Gabriel. Donc, j'ai reçu 2 questions. Thierry? Vas-y avec tes 2 questions. Oui, je réponds rapidement parce que la conférence est diffusée en direct et j'ai mon ami Marius Tanko du Gabon qui demande: peut-on être griot sans être orateur? Oui, ça c'est une excellente question. Moi je dirais c'est difficile parce que les griots sont tous des orateurs. Et j'ai répondu à cette question dans un chapitre dans le livre où j'ai abordé l'oratoire en Afrique. Bien évidemment, les griots, c'est vraiment des orateurs par nature. C'est vraiment des orateurs par nature. Et je déplorais le fait qu'il n'existe pas de système ou de grille de débat en Afrique et que l'Afrique gagnerait à créer un système oratoire propre à lui, inspiré de ses institutions politiques traditionnelles et son histoire traditionnelle, et ce d'autant plus que les griots furent les héros de l'oratoire en Afrique. Deuxième question: dans une révolution, n'y a-t-il pas de place pour l'orateur? L'orateur, bien évidemment, a une position centrale dans le cadre d'une révolution, dans la mesure où c'est lui qui porte les idées, c'est lui qui dit les idées, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui fait la recherche, c'est lui qui fait le discours, qui fait monter les passions et engage la société civile et l'ensemble des citoyens à faire avancer la cause révolutionnaire qui les tient à cœur. Donc pour être un bon révolutionnaire, si vous voulez en être un, apprenez d'abord à être un bon orateur. Oui. Je vais mettez celui-là. Merci. Merci à vous trois pour vos présentations, c'était vraiment bien intéressant. Moi, il y a quelque chose qui m'interpellait, André. Tu as dit qu'un bon orateur, a priori, c'est quelqu'un qui devait être légaliste, qui devait un petit peu être rassembleur, suivre aussi des discours de non-haine, un petit peu cette tendance-là pour être bon orateur. Je me posais la question parce qu'il me semble qu'à travers l'histoire un peu de notre planète, on a eu quand même pas mal d'exemples de personnages plus ou moins dictateurs, on va dire, qui par leur qualité justement d'orateur et ont été capables d'entraîner leur peuple dans des folies. Et il me semble qu'actuellement, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est notre ami Trump aux États-Unis, qui par la force, qui rejoint un petit peu d'ailleurs les qualités que tu disais pour être un bon orateur, hein. Au départ, intéresser la population, susciter tout de suite l'attention. Ça, c'est un exemple le plus frappant, et on peut dire que ce sera forcément un exemple de personne qui rejoint ce que tu disais. Voilà. Oui. Merci beaucoup Thierry pour cette question. Bien évidemment, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce traité d'oratoire, c'est pour amener également le citoyen, l'opinion publique, tous les autres orateurs à voir les tendances de manipulation que peuvent avoir une personne pas inspirée avec des idées de lumière et qui peut-être par son talent de rhéteur, je dirais plutôt rhéteur à partir de son talent à pouvoir faire monter les passions, peut amener le peuple vers une direction X ou vers une direction Z. Il y a ce qu'on appelait les sophismes quand on faisait du débat. Les sophismes, c'est vraiment les tromperies argumentatives qui sont généralement mis de l'avant par des grands politiciens pour manipuler le peuple. Et moi, mon opinion là-dessus, c'est que un bon orateur, bien évidemment, peut les utiliser,
pour sauver une cause noble. Hein? Pour sauver une cause noble. Et autrement, lorsque on n'a pas le pouvoir de la parole et qu'on écoute un autre orateur, et qu'on connaît les pièges qu'il y a dans un discours, ou bien qu'on connaît détecter qu'est-ce qui est manipulation, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est agréable dans ce que l'orateur a voulu dire. À partir de ce moment, on peut se retracter. Donc, le livre, c'est également pour ouvrir l'esprit du public à pouvoir cesser de se faire manipuler par ceux qui utilisent la magie verbale pour enflammer le peuple et l'amener d'une direction A ou d'une direction B. Toutefois, il peut s'avérer fondamental de maîtriser ces manœuvres seulement lorsqu'on veut sauver une cause noble. Alors, qu'est-ce qu'une cause noble? C'est à l'orateur son âme et conscience. Il faut savoir, ça dépend de ses valeurs, ça dépend de ses principes. Et dans le cadre d'une démocratie, d'une république, les valeurs nobles, c'est ce qui correspond à ce qui est partagé par la loi fondamentale. Je dirais que le travail qui est fait ici est un travail important parce que quand j'ai échangé avec Blondel, c'est qu'une fois qu'il a écrit ça, il fige quelque chose, ce qu'on n'arrive pas à faire. Et on pense beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à l'écrire et à dire voici ce que je pense, je l'ai écrit. Si quelqu'un est d'accord, c'est parfait. Si quelqu'un n'est pas d'accord, prenez votre plume, écrivez vous aussi. Donc, à partir de, parce qu'on a peur de la critique. On pense beaucoup de choses, mais on peut le dire, mais s'il faut l'écrire, là, non, on ne va pas l'écrire. D'ailleurs, c'est un argument qu'on utilise pour faire peur aux gens. Parce que tu dis là, je vais l'écrire, et puis je dis non, ok, bon, je vais y réfléchir deux fois. Donc, il a fait un exercice très, très important. À partir de ça, nous sommes amenés à aller décortiquer le livre. Si on a envie d'aller loin, on peut aller loin, mais je ne réponds pas à l'écrire. Mais je dirais rapidement que nous n'allons pas vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Ce que nous disons ici, c'est quelque chose qu'on a fait. Et nous vous invitons à faire beaucoup plus que nous, mieux que nous. Merci. On poursuit avec les questions ici. Merci. Je suis Chabouanda. Merci pour la présentation. Moi, j'ai été un peu interpellé par ce qui a été dit. On parle de l'art oratoire révolutionnaire. Quelque part, c'est un peu pompeux, dire révolutionnaire. Bon, en termes orateur, il faut d'abord aussi savoir parler. Et qui dit parler, il y a un élément fondamental, la prise de parole. Qu'est-ce que ça représente pour vous prendre la parole? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on parle de l'art oratoire révolutionnaire, mais nous sommes à l'ère de l'hypermédia. On a Twitter, on dit le X, on a Facebook, où les gens font des directs. Alors, quel est le pouvoir de l'art oratoire révolutionnaire à l'ère du clash? Merci. Merci, mon cher ami. L'orateur révolutionnaire n'a rien de pompeux parce que je l'ai défini dans des mots très simples. Voilà, parce que nous avons souvent une idée d'un révolutionnaire. Et j'ai bien évidemment fait la différence entre ce révolutionnaire de la rue et le révolutionnaire orateur que je suis en train de décrire dans le cadre de cet ouvrage. Donc, pour revenir à la question, première question, qu'est-ce que la prise de parole représente pour nous? Prendre la parole, c'est un privilège. Prendre la parole, c'est un grand pouvoir. Prendre la parole, c'est bien évidemment parce qu'on a des choses à dire. Et des choses à dire, c'est changer, c'est pour changer le monde.
Et si j'ai dit ici l'orateur révolutionnaire, c'est parce que pour moi, l'orateur révolutionnaire prend la parole pour changer le monde. Et j'explique dans le cadre de ce livre comment prendre la parole et comment est-ce que ces prises de parole peuvent influencer positivement sa société. Et j'ai clairement dit dans le livre que tout orateur qui déforme les utilisations de la parole à des fins pervers est un pseudo-orateur inutile à la société. Il répondra de ses actes dans les institutions compétentes. Toutefois, il peut arriver que l'orateur se doit d'être dissident. Lorsqu'à partir de ce moment, il a trouvé la responsabilité historique d'agir à un moment particulier et à un moment particulier de l'histoire pour pouvoir renverser les choses dans un sens positif. Je ne dis pas que l'orateur révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit rester passif. C'est quelqu'un qui doit rester passif tant que tout va bien. Mais quand rien ne va, il doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi prendre la parole, c'est démontrer qu'on peut quitter la parole à l'acte. On n'est pas dans les idées philosophiques ici. On est en train de poser les jalons du changement social. Parce que même un entrepreneur qui veut gagner de l'argent fait un plan d'affaires. Un entrepreneur qui veut aller loin fait un business plan. Or, l'orateur révolutionnaire, c'est comme cette métaphore que j'ai utilisée dans la 4e lecture. Donc, il doit éclairer comme la luciole au cœur de la nuit. Il doit éclairer sa société avec majesté. Il clairement dit, page pour page, dans ce livre, mon frère Chapeau, je pense qu'après avoir lu le livre, je pourrais t'accorder une discussion autour d'un café. Est-ce que j'ai d'autres questions aussi? Parfait. Poursuivre. Je suis Madame Sigadin Riki. Je suis venue du Togo pour passer quelques temps au Canada. Quand je suis rentrée dans la salle, j'ai regardé l'orateur révolutionnaire. La révolution que nous connaissons, ou bien que nous avons l'habitude de voir, c'est le soulèvement civil et contre la partie politique. Bon, les syndicats, les réclamations syndicales, et la réclamation dans la rue, comme je viens de le dire. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, orateur révolutionnaire. C'est la révolution que nous connaissons, ou bien c'est autre révolution. Et dans les développements, on a parlé de paix, de justice. Là, j'ai compris qu'il s'agit d'autre chose. Et le résultat de l'orateur révolutionnaire ici, c'est de pouvoir prévenir et de gérer positivement les conflits. Si ce n'est pas ça, vous allez nous éclairer là-dessus. Bon, j'aurais proposé, mon souhait serait qu'on parle de l'orateur révolutionnaire positif. Si on peut changer Merci madame. Il est expliqué. Un mot d'ouverture. Tu as parlé de discours qui peuvent façonner le monde et puis de discours qui peuvent détruire le monde. Il me semble que tu as donné certains exemples de discours et de personnages qui ont pu avoir des répercussions très négatives, mais j'aimerais peut-être aussi avoir des exemples de ces discours-là qui ont su façonner le monde dans les aspects les plus positifs qu'on peut expérimenter aujourd'hui.
Ah, les mains se lèvent, là. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de messieurs? André, monsieur Meunier, Oui. monsieur pose une question Ok. et il demandait à avoir des exemples positifs. Bon, Je crois, bon, il n'y a pas de c'est souci. bien. Il n'y a pas de souci. Donc, avant lui, il y avait une question de la maman. Je vais y répondre et je vais revenir à cette question. Donc, alors, elle a demandé, d'abord, je te remercie beaucoup pour cette intervention. Je salue bien évidemment cette contribution, je trouve vraiment très importante. Bien évidemment, oui, ce que tu as compris, c'est exactement ça. Bon, quand tu as changé le titre, quand tu as changé le titre, oui, c'est déjà quand même assez révolutionnaire de vouloir changer le titre de l'orateur révolutionnaire. C'est quand même assez révolutionnaire. Donc, je reviens quand même sur le concept. Quand j'ai dit l'orateur révolutionnaire, c'est juste que dans l'imagerie populaire, qu'on entend révolutionnaire, parfois c'est négatif. Mais je dirais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on sache que la révolution est quelque chose de positif. Mais ça dépend de comment est-ce que cette révolution se fait. Ça dépend du modus operandi. Et l'orateur révolutionnaire nous donne un modus operandi pour faire les révolutions majestueuses dans nos sociétés. L'orateur bienveillant, oui, j'aurais peut-être pensé, peut-être ça fera l'objet d'un prochain ouvrage, sur lequel nous pouvons travailler ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quant à moi, personnellement, j'ai été marqué par beaucoup de discours. Il y a des discours qui m'ont marqué du point de vue de la rhétorique. Il y a des discours qui m'ont marqué du point de vue du fond. Mais je ne peux pas me permettre de vous citer les discours qui m'ont marqué du point de vue de la rhétorique parce que les personnages n'étaient pas forcément de bons exemples. Mais pour ce qui est, moi je sais juste quand même que depuis que je suis petit, il y a le révolutionnaire congolais Patrice Lumumba qui m'a beaucoup marqué à travers ses discours. Parce que quand même, c'est un discours que j'ai beaucoup analysé. Et quand j'ai réimprimé le discours, je vois que c'était porteur de beaucoup de valeurs de justice. Et d'ailleurs, l'histoire lui a donné raison, en ce sens qu'il y a eu un comité en Belgique pour faire une enquête sur son assassinat. On s'est rendu compte que c'était une bavure à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, je parle de lui dans le livre. Il y a les discours de Mandela que j'ai trouvé avec beaucoup de force. Il y a des discours de Kennedy que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, moi je vous recommande de lire les grands discours qui ont marqué le XXe siècle. Oui, exactement. Et citant la biographie de ce livre, j'ai lu ces discours de fond en comble. Parce que beaucoup m'ont souvent posé la question, même à l'université de Montréal, comment je fais pour maîtriser autant de figures de style, autant de métaphores, comment j'enchaîne avec les expressions et tout. Le secret, c'est de lire les discours phares. Et il y en a sur Amazon, vous pouvez en commander. Et vous pouvez voir dans le chapitre l'orateur entre droit du discours et discours du droit. C'est le chapitre 11. J'ai soulevé tous ces discours-là. Vous pouvez analyser. Les discours d'Obama aussi. J'ai beaucoup marqué. Moi, c'est une personne qui est encore positive dans la société. Et vous pouvez respirer. Certainement, vous allez entendre d'autres paroles. Parfait, on poursuit avec les questions. Vous devez tourner par la suite. Oui, merci.
Bonjour à tous. J'ai en fait une question et peut-être une observation. La première, c'est pourquoi dans l'espace francophone, il n'y a pas eu jusque-là d'approche plus structurée telle que vous le présentez dans votre livre. Pour avoir fait différents pays francophones, on a toujours cette impression que l'orateur, c'est un don venu de Dieu, qu'il est né avec ça et donc il n'y a rien à faire. Il a le don de parler et de toucher le monde. Et donc j'apprécie votre contribution, parce que vous donnez des outils en fait. Et quand vous dites révolutionnaire, j'aurais envie de dire que peut-être vous avez vu la dimension peut-être académique, mais pour moi, votre livre ou votre rapport est révolutionnaire d'abord pour chacun d'entre nous, parce que je pense que les différentes réactions ici ont montré que les gens ont peur un peu des gens qui maîtrisent la parole. Les faux prophètes, les dictateurs, les leaders qu'on suit aveuglément. Et donc être capable de donner à tout le monde la capacité d'analyser et puis aussi de s'exprimer avec ces différents éléments, de toucher le monde autour de soi, c'est quelque chose de très important. Donc est-ce que vous avez pour projet de diffuser ça à tous les niveaux, c'est-à-dire par exemple, pas juste au niveau universitaire, mais je pense que, par exemple, dans les secondaires, il y aurait besoin de diffuser ces techniques pour que chacun soit capable de s'exprimer en touchant les autres. Et puis aussi, une autre chose, vous avez évoqué, mais je pense que c'est très important aussi, de vraiment d'insister sur l'éthique pour éviter tout ce qui est manipulation. Voilà. C'est un peu les différents points que je voulais souligner là. Merci. Moi, c'est Doji, simplement. Merci, mon aîné, Doji, pour cette contribution. Bien évidemment, sur le point de la grille francophone de débat, c'est un gros projet et je pense que à la suite d'un débat à la Sorbonne, à l'amphi Louis Liard, Octave et moi, on en discutait. Je vais passer la parole à Octave. Le moment venu, il va en dire plus sur où est rendu ce projet. Concernant le livre en lui-même, bien évidemment, j'avais beaucoup réfléchi au moment où j'écrivais le livre. Je vais certainement solliciter la collaboration des professeurs des niveaux secondaires ou primaires pour travailler sur une version un peu plus digeste qui puisse être accessible à tout le monde. Parce qu'on s'entend que cette version est beaucoup plus avancée, mais on n'écrit pas pour les plus jeunes comme on écrivait pour les professionnels ou bien les universitaires. Donc merci pour cette proposition. On va travailler pour voir comment rendre cela possible. Merci. Et puis, quand j'ai lu le livre, et puis j'ai vu qu'il a fait mention de ça, et puis je vais vous dire la page parce que ça donne beaucoup de responsabilités. Quand je relis, c'est ce que je disais, quand on écrit, on fige le temps. Et dans cette conversation-là, je venais fraîchement encore du Togo, et puis j'étais rendu en France et j'étais encore très impliqué dans l'aéroport en Afrique, en conversation avec les responsables de débat au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, Mozambique, Kenya. Enfin, j'étais encore très versé dans la chose et j'étais convaincu qu'on pouvait vite aboutir à une structure qu'on peut appeler une confédération africaine de débat, parce que les pays anglophones étaient très en avance sur laboratoire
en matière de débat structuré. D'ailleurs, je vous recommande le film qui s'appelle The Great Debaters. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est ce film-là qui a déclenché en moi l'envie de faire quelque chose autour. C'était un ami Jean-Marie qui m'a apporté ce film-là. C'était en version anglaise, puis évidemment, on a fait une version française, mais on était vraiment motivés d'amener quelque chose comme ça à tout le monde. Et je pense que si je pourrais dire quelque chose aujourd'hui, c'est cette phrase-là, je ne sais plus qui l'a dit, c'est pour progresser, le mal n'a besoin que du silence des hommes de bien. Donc lorsque les personnes qui sont bienveillantes, qui ont de la bonne volonté, se taisent, parce qu'elles n'ont pas les outils pour parler. Parce que des fois, ce n'est pas juste une question de pouvoir, c'est qu'on n'a pas les outils. Lorsque les personnes bienveillantes se taisent, les personnes qui sont malveillantes vont aller chercher les outils, vont parler plus fort, on parlait des réseaux sociaux par exemple. On peut inonder les réseaux sociaux avec de la bonne nouvelle, avec des informations concrètes, bienveillantes, constructives, positives. Mais il faut apprendre à pouvoir convaincre, parce que quand les gens vont vous écouter, ils vont être convaincus. Ben, celui qui a appris à convaincre sur de mauvaises idées va faire passer ses idées. Donc c'est important que chacun puisse prendre. D'abord, moi je dis, la révolution, c'est la révolution sur soi, ou rien d'autre. D'abord sur soi. Se révolter contre soi-même, pour prendre la parole, pour dire quelque chose de bien, c'est déjà un bon début. Et puis, lancer des championnats. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'arrivez pas à suivre, des gens vont être inspirés et puis ils vont poursuivre ce que vous avez lancé. Puis, des années plus tard, vous verrez que vous avez créé quelque chose qui a fait du chemin. Puis, les gens iront plus loin que vous, mais c'est ça l'idée. Voilà. Parfait, messieurs. Je vais juste vous dire qu'on va accélérer la cadence parce qu'on a plusieurs questions. Merci beaucoup et puis félicitations à André qui m'a fait ce joli cadeau avec une très belle dédicace. Vous avez dit quelque chose lors de votre présentation qui a attiré mon attention. L'orateur, son but c'est de plaire, enseigner et émouvoir. Alors cette définition m'a fait penser à une définition que j'ai appris à l'école sur la musique. Donc, la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Destiné à plaire, à intéresser et à émouvoir. Peut-être c'est pour cette raison que lorsqu'on entend un orateur parler, on a l'impression d'écouter de la musique. C'est pour aussi savoir quel est le rôle, bien la place de la vérité dans le discours oratoire, lorsqu'on sait que quand un orateur parle, parfois il est obligé d'utiliser sa ruse, ou bien la ruse de son esprit pour convaincre. Donc c'était ça ma question. Et puis vous avez parlé du syllogisme, qui dit que tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, et Socrate donc est mortel. Mais je pense que cette proposition a des limites, du moment où on sait que la vérité est relative. Quand je dis que la vérité est relative, c'est parce que j'ai entendu un philosophe dire, je ne me rappelle plus de son nom, qui dit que l'or vrai est aussi, l'or faux est aussi vrai que l'or véritable. Ce qui est faux, c'est cette proposition implicite de dire ceci est de l'or. Vous comprenez un peu le sens. Donc, encore, je reviens à cette question. Quelle est la place de la vérité dans le discours oratoire? Merci beaucoup. Merci à Dr. Debasek pour cette question. La place de la vérité, je dirais, c'est très relatif. C'est très relatif. Un avocat, par exemple, cherche sa vérité quand il plaide une cause. On veut faire prévaloir une opinion, une position juridique dans le cadre d'un débat. Un politicien, c'est une vision du monde qu'il veut partager. Moi, j'emmènerais plus, je parlerais plus à dépendre de la culture, de l'éthique
et de la moralité de la personne qui prend la parole. Oui, c'est pourquoi je persiste à l'idée selon laquelle l'orateur, de toute façon, est une personne distinguée, pas en flux du vocabulaire, simplement parce que c'est une personne noble qui incarne des valeurs importantes de la société. Il est censé être honnête dans qu'est-ce qu'il dit. Et je suis d'accord avec l'idée selon laquelle il y a des orateurs malhonnêtes. Il y a des orateurs malhonnêtes. Et l'idée de vérité dépend de qui on sert, quels sont les intérêts en jeu, quels sont les conflits d'intérêts en présence. En fonction de ça, on peut savoir bien évidemment où se trouve la vérité. Mais un bon orateur devra défendre ce qui est juste. Ce qui est juste. Et l'idée de justice par également ce qui est moralement acceptable. Je vais mettre la question de droit de côté, parce que ce qui est vrai légalement n'est pas forcément vrai au sens moral. Donc, c'est pourquoi j'en appelle à l'âme de la conscience de chacun de pouvoir faire prévaloir ce qui est correct pour soi et pour tout le monde. C'est ce que je veux dire. Merci. On va aller pour une autre question et je vous accorde 3 minutes maximum. Comme ça, je peux Bonjour, je m'appelle Roselyne et ma question à moi rejoint un peu l'une des questions qui a été posée. Fait que, il était dit dans l'un des discours qu'on ne naît pas orateur, mais on le devient. Ma question, ça serait, moi j'ai une petite fille, est-ce qu'elle peut devenir orateur? On s'entend que dans la société est constituée des personnes de différents âges. Est-ce que tout le monde peut réellement devenir un orateur? Quand je parle de tout le monde, c'est basé sur les âges que la société contient. Ça, c'est ma question. Merci pour cette question. Je vais revenir à l'étymologie de cette citation. C'est une citation de Cicéron qui dit à Flavien Latin, Nascitur quintas orators. On veut dire qu'on ne devient pas orateur, mais on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que même si vous n'aviez pas eu les prédispositions oratoires, même si vous étiez atteint de bégaiement, à force de travailler, à force de vous exercer, vous allez pouvoir devenir de grands orateurs. Cicéron, on a Cicéron dans l'histoire de la littérature orale, on a Démosthène aussi, qui était atteint de bégaiement, mais qui, à force de faire des exercices oraux devant la mer, en montant également une panterette, a fini par être classé comme un grand orateur. Ça veut dire que même si vous aviez eu un handicap et que vous y croyez, vous le pouvez. On n'est pas orateur, on le devient. Certes, il y a certains qui ont des prédispositions naturelles à devenir orateurs, qui ont la parole facile. Et cela ne veut pourtant pas dire que ceux qui n'ont pas eu cette chance ne peuvent pas devenir orateurs. Donc même un bébé, même si vous avez 60 ans, même si vous avez 80 ans, il n'est pas tard. Il n'est pas tard de prendre votre départ et de devenir cet orateur qui va réfléchir sur sa société. Donc je revenais juste à l'étymologie pour expliquer et pour vous arriver à comprendre que oui, vous le pouvez. On va peut-être dire un seul mot. Je pense que le temps, il est important, crucial qu'il y ait des orateurs et des oratrices. Nous sommes dans un temps où on parle beaucoup d'égalité de genre, d'égalité des sexes, mais ce temps va arriver à son apogée quand on va avoir
autant d'oratrices que d'orateurs. Là, je parle vraiment des gens. Très important qu'on ait vraiment cette envie-là, non seulement de donner la parole aux femmes, mais de leur permettre d'acquérir les mêmes compétences en laboratoire que les hommes. Merci, messieurs. On poursuit. Bonjour, moi c'est Louis Pass. Je ne suis pas souvent très à l'aise avec la parole. Souvent quand nous écoutons, beaucoup sans avoir eu le courage, en écoutant le modèle, elle dit qu'il y a trois moments importants dans le livre. D'abord, pour prendre la parole, il faut structurer cette parole. Ensuite, il faut la dire avec des phrases. Voilà ce que j'ai déjà dit et j'espère que sera à et ma question va être en direction plus large. Déjà, les modèles de ce parce que avant, je ne savais pas qu'il y avait tout un ordre d'une discipline autour d'un orateur. Quand on parle d'orateur, je voyais beaucoup plus des personnes qui prennent les paroles pour soit être des maîtres de cérémonie, mais je ne savais pas qu'ils avaient un pouvoir aussi important dans la société. Et je viens justement de l'apprendre. Et la question que je pose est maintenant quel est le canal que cet orateur peut utiliser pour atteindre ce public plus large. Parce qu'on sait que le finaliste, lui, il est un présentateur qu'on va plus tard. Mais quel est le canal que l'orateur révolutionnaire utilise justement pour atteindre le public plus large? Merci. Merci infiniment pour cette question. Bien évidemment, tout à l'heure dans mon propos liminaire, j'ai dit de la parole à l'acte pour dire que ce n'est pas juste des paroles en l'air. L'orateur révolutionnaire, c'est pas seulement quelqu'un qui fait des beaux discours ou qui fait de la poésie pour impressionner les gens, c'est quelqu'un qui est impliqué dans la société. Impliqué, c'est aller s'impliquer dans des conseils d'administration, s'impliquer dans des organisations humanitaires, si c'est la politique qui vous intéresse, aller dans le parti politique où vous pensez, faire avancer vos idées, faire des choses pour faire triompher vos idées, et ça vous donnera des occasions de prendre la parole. C'est ça. Donc, pour pouvoir avoir de l'impact, ne restez pas chez vous. Allez dans les clubs de débat. Allez vers ceux qui rêvent. Allez vers des jeunes ambitieux, des jeunes audacieux. Impliquez-vous. Prenez votre courage. Secouez les cocotiers. C'est ce que je peux vous dire. Et à partir de ce moment, votre talent oratoire triomphera. Et vous mettra vraiment sur la sellette. Parce que personne ne viendra vous chercher. C'est à chacun de se frayer un chemin. Et pour se frayer un chemin, il y a la société civile, il y a les partis politiques, il y a même l'entrepreneuriat. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant triompher course. Voilà les cadeaux que je peux vous proposer. Donc, mobilisez-vous. Ayez autour de vous des personnes qui croient en vous. Et donnez-vous de l'énergie. Lancez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis impliqué densément. Peut-être qu'il faudra tout un ouvrage pour en parler. Mais je me suis impliqué densément. Et ça m'a aidé à perfectionner ma prise de parole. Ça m'a aidé à me donner confiance. Ça m'a aidé à être le peu que je suis dans le processus de la prise de parole en public, parce que c'est chaque jour qu'on apprend. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre.
Merci. Pour la même question, j'aimerais entendre M. Menu, s'il vous plaît. Merci. Vous me répétez la question, s'il vous plaît. Oui, je trouve un peu trop relax, là. Trop des canals. Ben, effectivement, il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut devenir orateur et il y a un cheminement personnel, professionnel, social, je dirais. Je suis désolé. Ça va parce que c'est, comme vous dites, c'était une démarche personnelle. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça que je voulais vous entendre à ce niveau-là, parce qu'on a chacun le canal, là, on peut avoir une vision, tandis que là, vous pouvez nous diriger. Merci. Je vais aller avec une autre question. Ah? Oui? Juste en attendant, mon premier fait d'oratoire, je pense que je... Alors, la femme scout qui avait pris la parole tantôt, c'est ma maman, donc... mon premier fait d'oratoire dont je me souviens, c'est grâce à ma maman et grâce à mon frère, mon grand frère et ma grande soeur. C'était à l'occasion de mon anniversaire, puis ils ont fait venir mes amis à la maison, et puis ils m'ont aidé à faire un petit discours. Vous voyez, ça prend des fois pas grand-chose pour commencer à parler. Et puis ensuite, je me souviens que je me suis lancé dans le théâtre, non pas pour moi tout seul, mais je l'ai fait avec un ami, on faisait de la comédie, une petite scénette pour un orphelinat, pour collecter des fonds pour eux. On peut s'engager très vite. Et puis des fois, c'est pas devant le grand public. J'étais à une réunion où il y avait eu une élection et puis les gens n'étaient pas d'accord. Et je me suis approché des grands tenors qui n'étaient pas d'accord. On s'est assis, puis j'ai essayé d'écouter les partis, de leur donner de bonnes raisons de continuer à travailler ensemble. Et le bureau a pu être formé. Des fois, l'orateur, il est, ou l'oratrice est dans le back-office, dans des choses que tout le monde ne voit pas. Mais on amène les gens à s'exprimer, on les amène à s'entendre. Merci. Ouais, une autre question. Alors, j'ai monsieur ici, j'ai de l'autre côté, j'ai à l'avant 3 autres personnes. Merci. Bonjour à tous, bonjour André. Ça fait plaisir de se revoir après la francophonie Fanting à Dijon. Et, moi j'ai une question, peut-être qu'il va, peut-être qu'il va aller avant pour André le premier, je suis quand même assez progressiste. Et comment je vois l'orateur révolutionnaire, déjà l'orateur, moi je pense déjà aux agora, voilà comme André l'a fait dans son ouvrage, j'aurai le temps de le lire. Mais moi je me demande justement si on n'est pas dépassé. Est-ce que l'orateur n'est pas dépassé par ces termes-là? Donc je me rappelle de André qui parle de sa poésie alors qu'il est à la Sorbonne. C'est le plus grand péché. C'est pas possible. Moi j'ai une Assas et ça se fait pas déjà. Et est-ce que justement l'orateur ne doit pas prendre conscience de l'environnement dans lequel il vit? Simplement. Donc parler de l'orateur et révolutionnaire et revenir à Cicéron, est-ce que ce ne serait pas justement tirer les vieux démons de l'oratoire justement qui ont fait que justement cette noble discipline justement a été jetée au oublié, jetée justement dans un oubli à cause justement de la révolution numérique qu'on a. Moi ma question porte plus sur le numérique. Je pense qu'on a eu des questions sur ça. Et moi, je voulais savoir, André, est-ce que tu abordes dans ton ouvrage justement cette question du numérique-là, du double impact que le numérique peut avoir sur l'oratoire, en même temps de l'achever, en même temps de lui redonner justement cette lettre de noblesse-là. Donc, est-ce que l'orateur révolutionnaire, c'est celui justement qui va prendre conscience que nous sommes dans une ère du numérique et de l'intelligence artificielle, et de se dire, en tant que révolutionnaire, justement, nous prenons justement notre part de responsabilité dans cette révolution qui se fait pour justement permettre à cette nouvelle génération, parce qu'en même temps, l'autre question qui est sous-jacente, c'est quelle est la cible de l'orateur révolutionnaire dans l'ouvrage? À qui il s'adresse? S'il s'adresse à la jeunesse, elle n'est pas dans les agora,
Elle n'est pas dans les associations, elle est sur les réseaux sociaux. Donc, d'où question, donc l'impact du numérique et la cible de l'orateur révolutionnaire. Merci beaucoup. Très bonne question, ça fait plaisir de pouvoir t'écouter. Bien évidemment, la place du numérique et l'orateur révolutionnaire, moi je ne vois aucun obstacle parce que tout dépend de où est-ce qu'on s'exprime. Il y a des personnes qui font des clashs sur les réseaux sociaux. Il y a certains qui sont seulement sur TikTok, il y a certains qui sont sur LinkedIn, il y a certains qui sont sur Facebook. Qu'on soit dans l'espace virtuel ou que l'on soit dans l'espace réel, on aura besoin de l'orateur révolutionnaire. C'est ce que moi j'ai à dire. Parce que un influenceur, par exemple, des réseaux sociaux ou bien un activiste qui n'a de place que sur les réseaux, aura besoin d'un certain nombre de techniques s'il veut faire prévaloir ses idées, s'il veut bien évidemment que ses opinions se distinguent par rapport au jargon mis de l'avant par d'autres influenceurs ou bien par tous ceux qui utilisent des moyens technologiques pour pouvoir atteindre leur but. L'orateur révolutionnaire ne se limite ni à l'espace virtuel seulement, ni à l'espace réel. C'est un manuel qu'on peut avoir partout et qui peut simplement nous aider à être plus percutant, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve. Moi, je ne suis pas en train de ressusciter un passé déjà passé, parce que tu as évoqué le cas de Cicéron, en faisant prévaloir que peut-être c'est eux qui ont amené qu'on relève la rhétorique au rang de discipline dérisoire. Non, mais on ne peut non plus parler d'oratoire sans parler de Cicéron. On ne peut non plus parler d'oratoire sans mentionner ce qu'on appelle en anglais les anges, oui, qui ont permis justement que nous soyons assis aujourd'hui pour parler de l'orateur révolutionnaire, sinon ce serait intellectuellement malhonnête de venir ici parler des rhétoriques sans parler de Cicéron. Pas pour dire qu'on renvoie la société à 400 ans avant Jésus-Christ, non, mais on s'en inspire, on la contextualise et on essaie de comprendre où va le monde. Pour pouvoir savoir où va le monde, il faut voir qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui mérite d'être fait maintenant et comment voir l'avenir. Donc, je ne pense pas aucunement que Cicéron renverrait la rhétorique au rôle de science dérisoire. Je pense plutôt que c'est une source d'inspiration. Donc, maintenant, la cible de l'orateur révolutionnaire. L'orateur révolutionnaire s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Au public cultivé comme au public non cultivé. Parce que la parole, c'est pas... à travers le livre, je veux montrer que ça doit quitter ce côté élitiste. Le côté élitiste. Parce que généralement, c'est l'élite qui maîtrise les techniques de prise de parole en public. À travers l'orateur révolutionnaire, j'essaie de la démocratiser pour qu'elle puisse quitter les hautes sphères et se retrouver également dans les quartiers populaires pour qu'ils puissent s'en servir pour pouvoir s'élever et créer une société plus juste. Je ne pense pas que la question de cible se pose. C'est un ouvrage que je propose à la société et j'invite tout le monde de pouvoir tout simplement s'en inspirer, qu'on soit un homme du numérique, qu'on soit un homme du virtuel ou qu'on soit un homme du présentiel. Ça sera nécessaire pour un discours face à face ou un discours sur YouTube ou pour un discours n'importe où.
C'est ce que j'aimerais dire. Et je te remercie infiniment pour ce que tu apportes et bien évidemment le cloisonnement des pensées entre les universités Sorbonne et Athas. J'ajouterais, je pense que c'est une très bonne question, et si le but c'est de convaincre, de charmer, tout ça, il faut se poser la question à qui on s'adresse, et par exemple, on n'écrit pas dans un médium papier de la même façon qu'on écrit un article sur Internet. Sur Internet, les phrases soient plus courtes parce que tu écris sur ton cellulaire. Donc, il faut se poser la question, si j'écris et que ça va être lu sur un cellulaire, peut-être qu'il faut que mon texte, mon argument prenne 5 minutes de temps d'attention. Peut-être qu'on est à une époque où les gens se cultivent plus via des médiums Internet, et que si ils vont écouter une vidéo, mais il faut que ce soit une vidéo de 45 secondes, 3 minutes, et alors qu'on est capable d'avoir plus longtemps l'attention des gens en personne, sur les réseaux sociaux, puis il y a une plus grosse concurrence, qu'il faut être capable de frapper plus et de rapidement arriver là, dans le plus avancé. Donc, je pense que c'est très important à qui on s'adresse et d'être capable d'articuler le message de façon à maximiser les chances de convaincre. Merci. Je vais y aller avec, j'ai 2 autres questions. J'ai monsieur ici, j'ai tonton aussi en dernier. S'il y en a d'autres questions, par la suite, on va laisser le temps peut-être à Bondel de vous approcher. Je vais donner une petite contribution très rapidement. J'ai lu un rapport sur ce monde d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Et ce rapport-là, très sérieux, disait qu'il va falloir que l'être humain développe 2 compétences clés de ce que je m'en souviens. 1, il faut qu'on apprenne à coder tous et toutes. 2, il faut qu'on développe l'esprit critique. Donc là, l'oratoire va revenir en force parce que face à l'intelligence artificielle, il faut être capable de raisonner. Il faut être capable de discerner le vrai du faux de tout ce qui circule et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, ça forme beaucoup l'esprit critique lorsqu'on fait de l'oratoire. À vous la question. Merci beaucoup André pour cette heure. Ma question, c'est dans un contexte juridique, étant donné que vous êtes juriste et je vois les juristes qui sont là. À l'époque, avant que le barreau des notarions devienne barreau des notarions, on parle du barreau du Haut-Canada, comme exigence pour devenir avocat, il fallait une plaidoirie orale. C'était une exigence. Et dans d'autres facultés des droits, ils ont aboli cette condition pour des raisons de discrimination, ils ont trouvé. Alors, dorénavant, il faut juste écrire des examens écrits. Et dans des facultés des droits, il n'y a pas beaucoup de cours obligatoires sur la plaidoirie. Donc l'importance de l'oratoire n'est pas plus pareil comme auparavant. Et aujourd'hui aussi dans des tribunaux, on remarque qu'il y a moins de 20% des affaires qui finissent comme à la plaidoirie. Beaucoup de choses se résolvent de manière par des résolutions à l'amiable. Alors, j'aimerais savoir, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez de l'art oratoire dans le contexte juridique actuel? Oui, merci. Jonas, voilà, c'est une très bonne question. Je pense que très bon, c'est souvent posé cette question dans nos discussions. Justement, selon moi, et je l'ai dit aussi dans le livre, l'oratoire devrait intégrer l'enseignement formel des facultés de droit. Je suis allé, même pas seulement, je suis allé au-delà des facultés de droit, j'ai été large, pas seulement les facultés de droit,
les facultés de commerce, les facultés même du génie, les facultés de lettres, bref, les différents échelons de l'enseignement supérieur. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a besoin des aptitudes, des très bonnes aptitudes au niveau oral pour pouvoir surtout plaider une cause. Même si beaucoup de procès, même si on n'arrive pas à faire beaucoup de procès parce que de plus en plus on fait des médiations, des négociations. Mais là, c'est notre niveau d'oratoire qu'il faut savoir. Il y a des techniques de négociation qu'il faut savoir. Il y a des aptitudes, il y a des habiletés qu'on devrait développer. Bien même, ceux qui se disent techniciens, si vous êtes un technicien et que vous n'avez pas les habiletés à l'oral pour passer l'entrevue qui va vous permettre de pratiquer votre technique, comment ferez-vous? Je suis aussi d'accord sur le fait que de plus en plus on assiste à l'aspect technique des procès, qui voudrait que parfois il n'y a plus beaucoup de temps pour la plaidoirie, souvent peut-être en criminel, où beaucoup de procès, par exemple, se résolvent à travers des conférences, la médiation et bien d'autres, mais cela n'enlève rien aux habiletés orales, parce que de toute façon, un juriste ou un avocat n'est pas seulement appelé à plaider à la cour. Un juriste ou un avocat peut avoir bien d'autres responsabilités dans la société. Et en tant que tel, on s'attend à un certain niveau de maîtrise de l'oratoire. Beaucoup de nos politiciens sont des juristes, beaucoup de nos hommes d'affaires sont des juristes, beaucoup de nos acteurs dans la société civile sont des juristes. Pour moi, quand on est juriste, on s'attend à beaucoup lorsqu'on prend la parole. C'est donc pourquoi il est important qu'on revoie cet aspect oral dans la formation des juristes. Parce que je me souviens, quand nous étions à la faculté du droit, ce n'est que quand on faisait le cours de tribunal et corps, ou bien ce n'est que quand on faisait les concours de plaidoirie, il fallait choisir ça pour pouvoir avoir la chance du fait d'avoir des compétences juridiques orales à l'école du droit. Je trouve ça déplorable. Je trouve ça vraiment déplorable. Même si cela, beaucoup d'avocats ne s'intéressent que à la plaidoirie, même si on sera appelé à faire seulement du droit des affaires, il est important d'avoir cela comme instrument qu'on pourrait mettre de l'avant en temps utile pour servir la société. J'ajouterais qu'un autre élément qui est pas traité dans les facultés de droit, et qui est en lien avec l'art oratoire, c'est lors de, ce soit de convertir un appel téléphonique d'un client potentiel en une consultation initiale et de transformer cette consultation initiale en un mandat. Et tout ça, c'est de mettre en confiance le client pour qu'il te donne le mandat, qui ultimement se rendra peut-être à procès. Mais donc, à plusieurs niveaux, ça rejoint l'élément entrepreneurial. Bon, après ça, est-ce que la démarche est toujours bienveillante, est toujours bien intentionnée? Mais dans tous les cas, les mécanismes proposés dans le manuel sont utiles, puis sont monétisables jusqu'à un certain point. Merci, messieurs. Alors, je vais avec la dernière question pour que par la suite, on peut discuter tous ensemble, terminer le dossier qui est là et vous laisser un peu vous dégourdir les jambes. Bonsoir tout le monde, je suis Félix de Valois-Dadieu. Et je commencerai peut-être par m'exprimer en disant heureuse crise sanitaire qui nous a valu un CPL message. Peut-être convoquer un autre confinement pour que tous les éléments qui ont été mis sur la table permettent à notre auteur
de rentrer au laboratoire et de nous amener quelque chose d'assez intéressant la prochaine fois. Ma deuxième articulation, c'est une contribution. On a beaucoup parlé de parole. Le laboratoire, c'est essentiellement la parole. Qui dit parole dit verbe. Verbe, c'est le logos. Et le logos est au début de la fondation du monde. Si on s'en tient pour ceux qui partagent la vision théocentrique de la création, Dieu a créé le monde par sa parole, la parole créatrice. Et on crée par la parole, on a créé par la parole. La parole est libératrice. Elle libère des énergies, elle libère des envies, elle suscite des visions politiques. Et quelque chose m'a marqué, et c'est revenu un peu de façon assez récurrente dans le discours de notre auteur, c'est la vision finale de l'oratoire. L'oratoire doit viser non seulement un engagement, mais un engagement positif pour le bien de la société. Parce que justement, en parlant, on fait œuvre divine. Et qui dit faire œuvre divine, c'est justement soulager les difficultés des uns des autres à travers un talent qu'on a eu et qu'on a cultivé. Peut-être ce qui peut sembler être ma question, c'est qu'en Blondel, dans une société pluraliste, à idéologies diverses, on dirait très divergentes, comment réussir à concilier la posture d'un orateur qui cherche le bien commun et les idées si divergentes tenues par des lobbies suffisamment enracinés et qui ont des idéologies pas forcément nécessairement allant dans le sens du bien. Merci beaucoup, Tonton, pour cette contribution et cette question. Moi, je dirais tout simplement que l'orateur face au lobby, c'est quand même compliqué comme situation. Mais vu que c'est quand même un idéal qu'on est en train de rechercher, à chaque fois, ce qu'il doit rechercher, c'est le bien, la justice, l'intérêt commun. Parce que, de ce que je sache, il y a des lobbies, et dans la plupart des cas, les lobbies, c'est une minorité qui nous accapare un certain nombre d'avantages contre un autre groupe. Mais l'orateur, vraiment, c'est quelqu'un qui recherche le bien de la société. Donc, en toutes circonstances, il est important de rechercher ce qui est juste. Messieurs, c'est un peu le mot de la fin. C'est le mot de la fin. J'ai fait le mot de début. Je prends le mot de la fin. Mais peut-être dire un sincère merci à André. Vraiment, j'aimerais qu'on le respecte encore. Je veux aussi merci à Gabriel d'avoir fait le traitement. Mais et je dirais merci à vous toutes et tous parce que en partant d'ici, vous allez tous acheter le livre. Et pour vous-même, ou pour l'offrir à quelqu'un que vous aimeriez voir prendre la parole un jour. Parce qu'on est tous face à des situations de fond, on se dit, mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? On voudrait prendre la parole pour quelqu'un. Mais pourquoi dans cette situation, cette personne ne prend pas la parole? Donc, pour l'offrir à quelqu'un, même si vous ne pouvez rien faire pour cette personne, lui offrir quelque chose qui lui permettra un jour de prendre la parole elle-même. C'est important pour changer le monde, pour révolutionner sa vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci à toi aussi. Merci à tous. Je vous remercie au nom de André Blondet. Je vous remercie d'être venu en grand nombre par ce temps si frisqué, si on peut dire. Alors, je garde avec nous jusqu'à 17h55. Par la suite, on doit laisser des regards. Mais le livre est disponible. Je vous encourage de le prendre pour vous préparer d'être l'orateur en vous, l'oratrice aussi en vous. Merci beaucoup. J'aimerais remercier chacun de tous ici. Je connais chacun, tout le monde ici.
tous des amis. Have lost yourself in dreaming. I have lost myself